Le jour du verdict, la salle d'audience à Paris avait cette lumière crue qui ne pardonne rien. Je me tenais là, ma main serrée sur celle de mon fils Léo, l'écho des mots du juge encore suspendus dans l'air. Alexandre, mon mari d'alors, a croisé mon regard, et pour un instant, j'ai vu la surprise, la stupéfaction dans ses yeux, comme s'il découvrait un visage inconnu. Je me suis toujours souvenu de ces mots, il y a des années, alors que je l'interrogeais sur mon silence. « Tu es trop calme, Adèle. On dirait que tu ne vis pas. » Il n'avait jamais compris que mon calme n'était pas une absence de vie, mais une profondeur, une façon d'observer, de ressentir chaque fissure, chaque ombre qui s'allongeait dans notre quotidien. Ce qu'il prenait pour de l'indifférence était en réalité une attention aiguisée. Il pensait que ma discrétion était une faiblesse, une toile de fond effacée pour sa propre grandeur. Il avait bâti son monde sur cette illusion, ne voyant en moi qu'un rôle, une image à maintenir. Ce n'est que lorsque tout s'est effondré qu'il a aperçu la femme derrière le silence. Et ce fut le début de son véritable désarroi. J'avais 35 ans ce jour-là, et la salle d'audience à Paris, malgré son décor austère, semblait vibrer d'une tension invisible. Mon nom est Adèle Dubois, et ce matin-là, mon cœur battait à un rythme que je n'avais jamais ressenti auparavant, un mélange de stupeur et d'une détermination nouvelle. Le verdict était tombé, comme un couperet sourd. Le juge avait prononcé une ordonnance de protection temporaire, me confiant la garde de Léo, mon petit garçon, le temps que la vérité éclate. Ce n'était pas une victoire éclatante, loin de là. C'était une trêve, un sursis, une petite lueur dans un brouillard épais. Mais pour moi, cette simple décision représentait bien plus. Je me souviens de la main de Léo, si petite, si chaude, serrée dans la mienne. C'était l'encre qui me retenait à la réalité, le seul contact vrai dans cette pièce glaciale. Alexandre, mon mari, enfin mon ex-mari aux yeux de la loi et de mon cœur, se tenait quelques pas derrière, son visage décomposé, le masque de l'indifférence enfin tombé. Je ne l'ai pas regardé longtemps, juste un instant. Mon regard n'était ni empli de haine, ni de colère. Il y avait une sorte de vide, une résignation apaisée, la conscience d'une fin inévitable. Je n'avais pas de mots à lui offrir, pas d'explication à lui donner. Il n'y avait plus rien à dire. Il y avait seulement Léo et moi, et la nécessité impérieuse d'avancer. Nous avons traversé les couloirs du palais de justice, nos pas résonnant doucement sur le marbre froid. Chaque pas était une affirmation, une libération silencieuse. Dehors, l'air de Paris était vif et piquant en cette fin d'année, mais je n'ai pas ressenti le froid. Il y avait en moi une légèreté inattendue, presque effrayante. C'était la légèreté de la fuite, la légèreté de l'inconnu, mais aussi, étrangement, la légèreté d'un nouveau départ. Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches, mais à cet instant précis, en tenant la main de mon fils, je savais aussi que j'avais fait le seul choix possible. Alexandre restait là, figé derrière nous. Il avait la richesse, le pouvoir, l'image. Mais il venait de perdre la chose la plus précieuse. Il ignorait encore le prix qu'il paierait pour son aveuglement. Quand je me retourne sur ces années, l'image d'Alexandre Delacroix, cet homme qui fut mon mari, se dessine d'abord sous des lumières vives, presque scintillantes. C'était il y a 7 ans, lors d'un gala de charité à Paris. Le lieu était somptueux, les lustres pendaient comme des cascades de cristal, et la conversation crépitait d'une énergie électrique. Je me souviens de mon humble robe de location, un effort modeste pour me fondre dans ce monde qui n'était pas le mien. Je travaillais alors 2 emplois, payant mes dettes d'étudiante, animé par des rêves simples. Alexandre, lui, était déjà une étoile montante, l'homme aux costumes impeccables et à la Rolex qui valait environ 15 000 €. Il parlait de ses plans sur 5 ans avec une assurance que je trouvais fascinante, presque rassurante. Il m'avait approché, un sourire charismatique aux lèvres, et m'avait complimenté sur ma modestie, sur ma fraîcheur qui contrastait, disait-il, avec l'artificialité du monde qu'il fréquentait. J'étais flatté, naïvement impressionné par son monde, par ce sentiment de sécurité qu'il semblait dégager. Je croyais qu'il m'offrait un havre, un refuge contre les difficultés. Notre relation avait progressé si vite.
6 mois après notre rencontre, je déménageais dans son appartement parisien. 1 an plus tard, nous étions mariés. Et cette certitude, cette hâte, aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Puis les subtilités, les petites fissures, avaient commencé à apparaître. Elles étaient si infimes au début, presque invisibles. Alexandre aimait choisir mes vêtements avant nos dîners mondains. Ça te rend plus en phase avec le décor de la salle, disait-il, un compliment qui sonnait comme une directive. Ou cette fois, devant des amis, où il avait corrigé ma façon de raconter une anecdote, avec un sourire bienveillant mais un regard qui disait « Tu ne comprends pas ». Le coup le plus rude fut lorsqu'il avait insisté pour que je quitte mon emploi à la clinique pédiatrique. Une femme de la Croix n'a pas besoin de travailler, avait-il affirmé, son ton ne souffrant aucune contestation. J'ai cédé, pensant que c'était une preuve de son amour, un signe qu'il voulait me protéger. Mais je commençais à comprendre, lentement, douloureusement, que la sécurité pouvait être un masque pour le contrôle. Notre vie de jeune marié, après la naissance de Léo, aurait dû être remplie de joie et de partage. Au lieu de cela, elle devint une étendue de solitude. Je me retrouvais seul, jour après jour, dans l'immense Pentouse du 16e arrondissement, un espace d'une opulence froide et impersonnelle. Les meubles, choisis par Alexandre pour leur esthétique impeccable, coûtaient des dizaines de milliers d'euros chacun. Mais ils ne pouvaient acheter ni chaleur, ni présence, ni réconfort. Alexandre était rarement là. Son travail le menait aux 4 coins du monde, toujours à la poursuite du prochain titre, de la prochaine affaire, des prochains applaudissements. Pour lui, la maison était un trophée, et moi, une pièce maîtresse de sa collection. La solitude me rongeait. Je me battais avec une dépression postpartum silencieuse, un fardeau que je portais seul. J'avais essayé d'en parler à Alexandre une fois, lors d'une de ces rares soirées à la maison. Je me sens si fragile, si vide, avais-je murmuré, espérant une once de compréhension. Il avait levé les yeux de son verre de whisky, son regard teinté d'agacement. « Tu es trop émotive, Adèle. Tout le monde a des jours difficiles. Ne rends pas ça si dramatique. » Puis, il avait simplement rempli son verre, le son du cliquetis des glaçons résonnant dans le silence qui s'était installé. Il ne m'avait pas écouté. Ou pire, il avait écouté et choisi de ne pas entendre. Petit à petit, l'Adèle qui riait si facilement, celle qui parlait de ses rêves à voix haute, s'est transformée en une Adèle qui chuchotait, qui s'excusait d'occuper de l'espace. Je ne recevais plus mes anciennes collègues, ne téléphonais plus aux quelques membres de ma famille. Je ne disais plus la vérité sur ma solitude, cette vérité qui se reflétait dans les miroirs froids et les parquets polis de ce Pentouse, des surfaces qui me renvoyaient mon propre silence. Léo, même à son jeune âge, le ressentait. Il avait 4 ans, mais les enfants perçoivent ce que les adultes tentent de cacher. Il tressaillait quand Alexandre élevait la voix, et s'accrochait à moi comme si j'étais le seul port sûr dans une ville pleine de tempêtes. Nos rêves, ceux que j'avais autrefois chéris, s'étaient évaporés dans cette opulence silencieuse, remplacée par une acceptation résignée. L'ombre de Clara Moreau avait commencé à s'étendre sur ma vie bien avant que je n'en comprenne la véritable nature. Au début, ce n'était que des sensations diffuses, un voile d'éloignement entre Alexandre et moi. Ces soirées tardives devenaient plus fréquentes, ces explications plus vagues. Parfois, un parfum étranger flottait autour de lui, un sillage que je ne possédais pas. J'aurais pu en parler, poser des questions, mais j'avais été si longtemps conditionné à croire que j'étais trop sensible, que le silence semblait toujours plus facile que la confrontation. Alexandre avait cette façon de me faire douter de mon propre jugement, de mes intuitions. Il suffisait d'un regard désapprobateur, d'un soupir d'agacement, pour que je me rétracte. Puis, un matin de mardi, la subtilité avait laissé place à une preuve tangible. Je me tenais devant l'évier de la cuisine, ramassant une tasse à café. Et là, sur le bord, une légère trace de rouge à lèvres corail. Ce n'était pas le mien. Je n'en portais plus. Alexandre avait dit que cela faisait peu professionnel pour une mère. Je tenais la tasse, le cœur battant, fixant cette marque minuscule comme s'il s'agissait d'une confession silencieuse. Lorsque j'ai osé lui en parler,
son déni fut aussi froid que l'acier. Clara, Adèle? Elle est en couple avec quelqu'un de la finance. Arrête d'imaginer des choses. Il avait posé un baiser rapide sur mon front, puis avait roulé les yeux, comme on le ferait face à une enfant têtue. J'avais ri faiblement, m'excusant avant même de réaliser que je le faisais. Mais les fissures s'élargissaient à présent. Les appels aux penteuses tard le soir avaient commencé. Quand je répondais, la ligne se coupait. Quand Alexandre répondait, il se retirait dans une autre pièce. J'essayais désespérément de croire en sa fidélité, de ne pas perdre la tête. J'avais même appelé docteur Isabelle Fournier, ma thérapeute que j'avais consultée des années auparavant. Pensez-vous que je suis paranoïaque, avais-je chuchoté au téléphone. Isabelle avait fait une pause, puis sa voix douce m'était parvenue, je pense que tu as peur. Mais la peur n'efface pas l'intuition. Ces mots avaient résonné en moi, une petite étincelle de vérité dans l'obscurité. Je restais silencieuse, ayant trop bien appris comment Alexandre punissait le drame. Mais mon intuition, elle, ne se tairait plus. La 5e année de notre mariage était devenue une représentation théâtrale, une façade soigneusement construite. Les photos nous montraient heureux, nos amis voyaient le luxe, nos voisins le succès. Mais personne ne me voyait, pleurant silencieusement dans la salle de bain à 2 heures du matin, ma main serrée sur ma bouche pour que Léo ne se réveille pas. Cette année-là, le rideau s'est déchiré lors du gala de charité que je me suis rappelé avec une clarté glaçante. Pour la première fois depuis des années, j'avais choisi ma propre robe, une simple robe en soie couleur champagne, estimée à environ 700 €, douce, pleine d'espoir. Je voulais me sentir femme à nouveau, pas un fantôme. Mais dès que j'ai mis les pieds dans la salle de bal, je l'ai vu. Alexandre et Clara, se tenant trop près l'un de l'autre sous les lustres, leurs corps tournés l'un vers l'autre comme deux personnes ayant depuis longtemps oublié de se cacher. La main de Clara effleurait sa manche, et il n'avait pas reculé. Des murmures ont couru dans la pièce. Je les ai sentis avant de les entendre. N'est-ce pas sa femme? Je croyais qu'il l'avait dit instable. Elle n'a pas sa place ici. Mes joues ont brûlé. Je me suis retourné pour partir, mais une voix m'a arrêté. Madame Delacroix, c'était monsieur Antoine Gauthier, un membre éminent du conseil d'administration. Il avait baissé la voix. Vous devriez savoir que Clara fait campagne pour la promotion de votre mari. Elle se dit sa plus proche conseillère. Certains disent même plus. Ma gorge s'est nouée. Pourquoi me dites-vous cela? Il a répondu, parce que vous méritez de savoir ce que tout le monde soupçonne déjà. Tout le monde. Ces mots-là furent les plus cruels. J'ai quitté le Galateau, marchant dans la nuit glaciale de Paris sans manteau. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes, comme si même ma tristesse s'était engourdie. Mais la véritable révélation est arrivée le lendemain matin. Un coursier a livré une épaisse enveloppe adressée à Alexandre. Elle a glissé d'une pile de courriers quand je l'ai ramassée, répandant des papiers sur l'îlot de cuisine. Des documents légaux, des papiers de garde d'enfants, mon nom tapé à l'encre stérile. Mon enfant y était désigné comme Léo Delacroix-Dubois. Mon rôle? Rôle parental minimisé, la qualifiant de simple pourvoyeuse de soins secondaires. Mes genoux ont fléchi. Mon souffle s'est coupé. Alexandre n'avait pas simplement une liaison. Il préparait un avenir sans moi. Et Clara Moreau n'était pas juste l'autre femme. Elle l'aidait à m'effacer complètement. À cet instant, les cris de Léo, jouant dans sa chambre, m'ont paru lointains. Un grondement sourd a retenti. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était l'effondrement de mon monde, et la rage, la détermination maternelle, commençait à gronder en moi. Le fracas des documents juridiques sur l'îlot de marbre avait déchiré le silence du matin, et avec lui, le voile qui recouvrait ma vie. À cet instant précis, en voyant les yeux de Léo, grand et effrayé par la voix de son père, quelque chose en moi s'est brisé pour mieux se reconstruire. Mon cœur, que je croyais en miettes, s'est recomposé avec une clarté nouvelle, une force brute. Ce n'était plus une question de couple, ni de maison.
C'était un champ de bataille, et mon fils se trouvait au milieu. Alors, je l'ai serré fort contre moi, sentant son petit corps tremblant, le battement rapide de son cœur contre ma poitrine. Sa peur, sa loyauté, son innocence, tout cela a fait exploser en moi une évidence fulgurante. Ceci se termine ce soir, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Alexandre, une promesse que je me faisais, à Léo, à la femme que j'avais failli oublier. Alexandre, stupéfait, a froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie, Adèle? Mais je ne lui ai pas répondu. Il n'y avait plus de place pour les explications. Je me suis levé lentement, Léo toujours accroché à ma hanche. Chaque mouvement était lourd, incertain, comme si je n'étais pas entièrement dans mon propre corps, mais je me déplaçais. Je savais que si je m'arrêtais, même un instant, la peur, l'incertitude, tout ce qui m'avait si longtemps paralysé, me rattraperait et m'engloutirait. J'emmène Léo dans sa chambre, ai-je dit, ma voix étonnamment douce, mais inébranlable. Alexandre s'est interposé, son visage déformé par une fureur contenue. Non, tu ne vas pas partir en fureur comme une enfant. Mes doigts se sont resserrés autour du dos de Léo, un réflexe de protection. Écarte-toi, ai-je répété, le ton légèrement plus ferme. Adèle, ne sois pas ridicule. Écarte-toi, Alexandre. L'autorité dans ma voix, une autorité que je ne me connaissais pas, l'a surpris. Il a reculé d'un pas, presque malgré lui. Je l'ai dépassé sans un mot de plus, ma dignité enfin retrouvée, et me suis dirigé vers la chambre de Léo. Dans le refuge de sa petite chambre, je l'ai déposé sur le lit et lui ai doucement caressé les cheveux. La veilleuse projetait une lueur chaude sur son visage d'enfant, adoucissant les traits de préoccupation qu'un garçon de 4 ans ne devrait jamais porter. « Maman, on part de papa », a-t-il chuchoté, sa voix empreinte d'une tristesse prématurée. Ma gorge s'est nouée. « Pas encore, mon chéri. Mais on va aller dans un endroit sûr. » Il a hoché la tête, s'endormant à demi, me faisant confiance plus profondément que je ne me faisais confiance moi-même. Cette confiance inconditionnelle, ce lien pur, était mon seul moteur. C'était la flamme qui m'empêchait de vaciller. Quand il s'est enfin endormi d'un sommeil agité, je me suis retiré doucement de la pièce, fermant la porte derrière moi. Le couloir m'a semblé soudainement se refermer sur moi, comme un tunnel sans issue. Alexandre m'attendait. Bien sûr qu'il m'attendait. Il était adossé au mur, les bras croisés, sa mâchoire serrée. Les lumières de Noël se reflétaient dans ses yeux, lui donnant une apparence presque festive, si ce n'était la froideur implacable qui transparaissait sous la surface. « Tu m'as embarrassé devant notre fils », a-t-il dit, sa voix coupante comme du verre brisé. J'ai dégluti. Léo a tout entendu parce que tu n'as pas fait attention. Il a ricané, un son creux. Non, il a entendu ce que tu voulais qu'il entende. Tu le manipules, tout comme tu essaies de me manipuler. J'ai cligné des yeux, incrédule. Te manipuler? Tu as déposé une demande de garde sans me le dire. Tu as engagé des avocats dans mon dos. Tu as laissé ta maîtresse. Oui, je sais. Tu l'as laissé te murmurer à l'oreille l'idée de me prendre mon enfant. Il a tressailli, légèrement, presque imperceptiblement. Tu es instable, Adèle. Tu pleures pour tout. Tu perds la notion du temps. Tu ne peux pas gérer le stress. C'est pourquoi j'ai dû prendre des mesures. Des mesures? Ma voix a résonné dans le couloir. Tu veux dire déchirer notre famille? Il s'est rapproché, baissant la voix, son ton menaçant. Un juge verra les choses à ma manière. Les hommes avec ma carrière, mes revenus, ils gagnent. Les femmes comme toi, elles perdent. Les mots m'ont transpercé comme une lame. Les femmes comme moi. Celles qui venaient de rien. Celles qui n'avaient pas leur place dans les pentouzes. Celles qui étaient si faciles à effacer. Je me suis appuyé contre le mur, cherchant un soutien. Je pouvais sentir le poids de chaque année, de chaque insulte, de chaque moment où il m'avait fait me sentir insignifiante. Tout cela s'est accumulé en moi,
non pas comme une faiblesse, mais comme une détermination inébranlable. Je pars ce soir, ai-je murmuré. Alexandre a ri une fois, un rire froid, méprisant. Où iras-tu? Tu n'as pas d'argent, pas de famille, pas de soutien. Si tu passes cette porte, je te jure que tu perdras Léo devant les tribunaux. Quelque chose en moi s'est brisé, mais ce n'était pas la peur, ni le désespoir. C'était quelque chose de plus fort. Mais tu l'as déjà perdu, ai-je dit doucement. Mais tu ne le sais juste pas encore. Ses yeux se sont assombris. Adèle, n'ose pas. Mais j'étais déjà en train de m'éloigner. Mon cœur battait la chamade, mes jambes tremblaient. J'ai poussé la porte de la chambre et j'ai saisi une valise. Quelques vêtements. Le pyjama de Léo. Ses brosses à dents. Son éléphant en peluche. Les documents que j'avais trouvés. Tout ce que je pouvais atteindre. J'ai fermé la fermeture éclair du sac, mes mains tremblant de manière incontrôlable. C'était réel. Cela se produisait. Je quittais mon mariage, ma maison, ma vie. Je n'avais pas de plan, pas de garantie, pas de filet de sécurité. Seulement un enfant endormi au bout du couloir qui avait plus besoin de moi que de toute autre chose. J'ai soulevé la valise et, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la liberté. Une liberté terrifiante, fragile, mais imparable. Le Pentouse était silencieux. Un silence assourdissant, le genre de silence qui suit une destruction. Je me suis déplacé rapidement d'une pièce à l'autre, me forçant à ne pas penser, à ne pas ressentir. Si je m'arrêtais, la peur me rattraperait. Si j'hésitais, Alexandre gagnerait. Je me suis glissé dans la chambre de Léo. Sa veilleuse projetait une lueur douce sur son visage endormi, adoucissant les lignes d'inquiétude qu'un enfant de 4 ans ne devrait jamais avoir. J'ai doucement soulevé Léo dans mes bras. Il a remué, mais ne s'est pas réveillé, sa joue trouvant instinctivement mon épaule, me faisant confiance même dans son sommeil. Le courage d'une mère est une chose étrange. Des mains tremblantes, un cœur qui bat la chamade, mais une détermination inébranlable. J'ai saisi la valise et suis entré dans le couloir. Alexandre m'attendait. Bien sûr qu'il m'attendait. Il était adossé au mur, les bras croisés, la mâchoire serrée. Les lumières de Noël se reflétaient dans ses yeux, le rendant presque festif, si ce n'était la froideur sous-jacente. « Mais tu ne pars pas » a-t-il dit, sa voix basse, calme, terrifiante dans sa certitude. J'ai ajusté le poids de Léo dans mes bras, ma respiration irrégulière. « Écarte-toi, Alexandre. » Non. Il s'est éloigné du mur. « Mais tu n'as plus le droit de prendre des décisions. Pas quand tu es émotive. Pas quand tu es instable. » J'ai dégluti. J'emmène notre fils dans un endroit sûr. Sûr? Il a ri une fois, un rire sec et coupant. Mais tu penses pouvoir offrir ça? Tu es entré dans cette vie sans rien. J'ai créé cette famille. J'ai construit cette maison. Sans moi, tu n'es rien. Ma voix n'était qu'un murmure, mais elle était plus forte que n'importe quel cri. Mais tu n'as plus le droit de me définir. Pour la première fois, quelque chose a vacillé sur le visage d'Alexandre. De la surprise, peut-être même de la peur. Je n'étais pas censé me battre, mais je n'ai pas attendu de réponse. J'ai passé devant lui. Vers l'ascenseur, vers l'inconnu. Adèle. Sa voix a claqué sur le sol de marbre comme un fouet. Et si tu fais un pas de plus, je jure de t'enterrer au tribunal. Tu ne reverras plus jamais Léo. Léo a remué au son de la colère de son père, gémissant doucement. Je l'ai serré plus fort, embrassant le haut de sa tête. Ma voix tremblait. Mais tu as déjà tout brisé, Alexandre. Je ne fais que protéger ce qu'il reste. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur avec un doigt tremblant. Les portes se sont ouvertes avec un doux carillon, trop doux pour un moment aussi bouleversant. Alexandre s'est élancé en avant, mais pas assez vite. Les portes se sont refermées entre nous.
J'ai expiré avec difficulté tandis que l'ascenseur descendait du 30e étage. Chaque numéro semblait être un compte à rebours vers la fin de mon ancienne vie et le début terrifiant de quelque chose de nouveau. Dans le hall, le concierge, un homme plus âgé nommé Léon, qui glissait toujours des bâtons de sucre d'orge supplémentaires à Léo, m'a regardé avec choc. « Madame Delacroix, vous partez ce soir ?» J'ai hoché la tête, les yeux brillants. « Et s'il vous plaît, ne lui dites pas où nous allons. » Léon a hésité, puis a hoché la tête fermement. « Prenez soin de vous, vous deux. » D'accord. Dehors, Paris brillait de lumière de Noël, joyeuse et indifférente. La neige tourbillonnait autour de nous comme des plumes tombant d'un ciel déchiré. J'ai remonté la capuche de Léo et j'ai enroulé mon manteau autour de lui. Je me suis avancé dans la rue et j'ai levé la main. Un taxi jaune s'est arrêté, ses phares traversant la neige tandis que j'attachais Léo sur le siège arrière. Il a cligné des yeux, la confusion obscurcissant son petit visage. « Maman, où allons-nous » Une larme a glissé sur ma joue, douce, silencieuse, imparable. « Et quelque part où papa ne pourra pas nous faire de mal, ai-je chuchoté. Le taxi s'est éloigné du trottoir. J'ai regardé le Pantous devenir de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une fenêtre parmi des milliers dans l'horizon. Une autre histoire qui se termine. Au 30e étage, une lumière s'est allumée. La silhouette d'Alexandre est apparue à la fenêtre, et pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme mon mari, mais comme l'homme à qui j'échappais enfin. Le taxi s'est arrêté devant une petite maison de ville à Vincennes, un contraste saisissant avec la froide grandeur du 16e arrondissement. Et j'ai porté Léo endormi, sa petite tête blottie contre mon épaule, tandis que mes doigts engourdis par l'adrénaline cherchaient la sonnette. Pour un instant, le silence pesant de la nuit parisienne a répondu, puis la lumière du Porsche s'est allumée, révélant le visage surpris de Sophie Garnier, mon amie d'université, ses yeux écarquillés par l'heure tardive et mon état. Sa chaleur, son absence totale de jugement, m'ont enveloppé comme un baume, et j'ai murmuré, d'une voix brisée, « Pouvons-nous rester ce soir, juste ce soir ?» Sans un mot, elle s'est écartée, m'offrant son foyer, son cœur, avec une générosité que je n'avais pas connue depuis si longtemps. La petite maison de Sophie, avec ses lumières douces et son parfum de cannelle, était un havre inattendu, un refuge inespéré où la peur a commencé à se dissiper, remplacée par une gratitude immense et une lueur d'espoir. Dès le lendemain matin, la réalité a frappé. Le temps des lamentations était révolu, il fallait agir. Sophie, avec sa pragmatisme habituel, m'a tendu un téléphone. « Tu as besoin d'aide juridique, Adèle, et je connais la personne qu'il te faut. » C'est ainsi que j'ai retrouvé maître Thomas Leclerc, un ancien camarade de fac qui avait toujours eu un regard particulier pour la justice. Il était devenu un avocat de renom, mais il se souvenait de l'Adèle d'avant, de celle qui était passionnée et pleine de rêves. Lorsque je lui ai raconté mon histoire, les larmes et les mensonges d'Alexandre, les documents de garde, son visage s'est assombri, mais il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, seulement une détermination farouche. « Adèle, personne ne mérite ça. Je te représenterai à titre gracieux jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Alexandre Delacroix est un homme dangereux, mais la vérité est une arme puissante. » Ces mots étaient un rocher sur lequel je pouvais enfin m'appuyer. Il a commencé à rassembler les pièces du puzzle, à exhumer les preuves de ma vie passée, les diplômes que j'avais oubliés, les lettres de recommandation de mes anciens employeurs, tout ce qui prouvait que j'étais une femme capable, forte, bien avant qu'Alexandre ne tente de m'effacer. Pendant ce temps, un autre acte se jouait, loin de moi, mais dont les répercussions allaient tout changer. Clara Moreau, la maîtresse d'Alexandre, était elle aussi tombée de son piédestal. Alexandre, dans sa précipitation à se protéger, l'avait trahi sans scrupule. Une enquête interne avait été ouverte concernant des transactions financières douteuses au sein de son département, des sommes colossales, des centaines de milliers d'euros, avaient été détournées. Clara, se sentant abandonnée et menacée par les enquêteurs, a pris une décision qui allait sceller le destin d'Alexandre. Elle avait gardé des preuves, des emails cryptés, des enregistrements vocaux, une assurance qu'elle n'avait jamais cru devoir utiliser. Un soir, dans son désespoir,
elle a envoyé un dossier complet à une adresse que Sophie lui avait donnée jadis, celle de maître Thomas Leclerc. Le message était simple, brutal, elle mérite la vérité. Ce dossier contenait des révélations glaçantes. Des preuves de malversation financière, des schémas de fraude complexes qui impliquaient Alexandre jusqu'au cou. Et parmi eux, un enregistrement. La voix d'Alexandre, claire, implacable, Adèle ne gagnera pas. Elle est faible. Je la détruirai au tribunal s'il le faut. Léo m'appartient. En écoutant cela, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était plus seulement une liaison, une trahison sentimentale. C'était un complot minutieusement orchestré pour me détruire, pour m'effacer de l'existence de mon propre enfant. Maître Leclerc était stupéfait. Adèle, c'est énorme. Plus grand encore que votre dossier de garde. C'est de la fraude d'entreprise. Cela change tout. La fragilité que j'avais ressentie en quittant l'appartement, la peur, ont commencé à céder la place à une fureur froide, une détermination implacable. Alexandre n'était pas invincible. Il était l'architecte de sa propre chute. Pendant ces journées tendues, Léo était mon seul ancrage. Il commençait à retrouver ses couleurs, à rire plus souvent, même s'il posait parfois des questions lourdes de sens. « Mon papa est fâché », a-t-il murmuré un soir, serré contre moi. J'ai respiré profondément, cherchant les mots justes. « Mon papa est confus, mon chéri. Mais maman est là, et maman est forte. » Ces mots, je les ai dits pour lui, mais aussi pour moi-même. Car pour la première fois depuis très longtemps, je commençais à y croire. Alexandre avait voulu me rendre faible, me faire taire, me faire douter de mon intuition. Mais en me brisant, il avait réveillé une force que je ne soupçonnais pas. Le chemin vers la justice serait long et douloureux, mais je n'étais plus seul. Et la vérité, enfin, avait trouvé son chemin. Si vous êtes encore à l'écoute, je vous invite à laisser un commentaire avec le chiffre ci-dessous. Votre présence est le plus grand encouragement pour que je puisse vous raconter la suite de mon histoire. Les jours qui ont suivi la découverte des machinations d'Alexandre ont été étranges, un mélange de vertige et d'une clarté nouvelle. Armé des conseils de maître Leclerc et du soutien inconditionnel de Sophie, j'ai commencé à reconstruire, brique par brique. Mon premier pas fut le plus difficile, un entretien d'embauche. Je me souviens de ma nervosité en me rendant à l'hôpital Sainte-Marie pour enfants, mes mains moites, mon cœur battant la chamade. C'était un retour à un monde que j'avais cru perdu, celui où ma compétence, mon empathie, mes rêves comptaient. L'entretien s'est étonnamment bien passé. Le directeur du service pédiatrique a écouté mon parcours, ma passion pour l'aide aux familles en crise, et m'a offert un poste de coordinatrice en conseil pédiatrique. Ce jour-là, en sortant de l'hôpital, le soulagement a inondé mon être, un flot si puissant que mes genoux ont failli céder. C'était plus qu'un emploi, c'était une validation, la reconnaissance d'une valeur que j'avais tant de fois laissé Alexandre piétiner. C'est là, dans les couloirs animés de l'hôpital, que j'ai rencontré Gabriel Martin. Je l'ai littéralement bousculé, un peu étourdi par l'émotion. Il tenait des dossiers, son air était légèrement décoiffé, mais son sourire était chaleureux, ses yeux bruns emplis d'une douceur inattendue. Gabriel travaillait à l'intégration technologique pédiatrique, un homme qui réparait tout ce qui ne marchait pas, disait-il en riant. Il ne m'a pas jugé, ne m'a pas interrogé sur mes tracas, il a simplement écouté, et ses compliments, simples et sincères, ont résonné différemment de ceux d'Alexandre. Ils étaient comme un rayon de soleil, inattendu, doux et étrangement sécurisant. Je ne cherchais rien, surtout pas un nouvel homme dans ma vie, mais la présence de Gabriel, son respect, sa gentillesse discrète, ont commencé à dessiner les contours d'une nouvelle forme de sécurité, une sécurité qui ne dépendait pas d'un château doré ou d'un nom prestigieux. Léo, lui aussi, a commencé à s'épanouir. Il dormait enfin des nuits complètes, ses rires remplissaient la petite maison de Sophie, et ses dessins représentaient souvent maman et Léo au parc, des scènes de bonheur simple. C'était une lente reconstruction, mais chaque jour apportait une pierre nouvelle à l'édifice de notre paix. Pendant que ma vie se réassemblait, celle d'Alexandre s'écroulait avec la même inéluctabilité.
Les vagues de ses propres actions le rattrapaient, l'une après l'autre, avec une force dévastatrice. Le coup initial fut la suspension. J'avais appris par maître Leclerc que Philippe Duval, son supérieur, l'avait mis à pied. Une enquête interne avait été lancée sur les irrégularités financières que Clara avait dénoncées. Le téléphone d'Alexandre devait être silencieux, ignoré par ceux qui l'adoraient jadis. Il n'était plus l'intouchable. Il était un passif, un fardeau pour son entreprise. La rumeur disait que Clara avait coopéré pleinement avec l'enquête, se sauvant en le sacrifiant. Alexandre avait cru pouvoir manipuler tout le monde, mais il avait sous-estimé la puissance de la survie, même chez ceux qu'il pensait contrôler. Sa rage, sa frustration, devaient être immenses. Puis, vint l'appel de son propre père, un homme qui valorisait la perfection au-dessus du sang. La conversation n'avait duré que quelques secondes. « Règle tes problèmes » avait son père claqué, « ne traîne pas le nom de la famille dans la boue. » Et le clic de la ligne coupée. Pas de soutien, pas d'alliés, plus d'empire. Alexandre, désespéré, a fini par frapper à la porte de Sophie, à Vincennes, quelques semaines après notre départ. Il n'était plus l'homme d'affaires impeccable, son costume froissé, ses yeux cernés, son attitude désorientée, presque pitoyable. Il n'y avait plus d'armure, juste un homme brisé. Adèle, a-t-il supplié, sa voix rauque. Et s'il te plaît, pouvons-nous parler? J'ai fermé la porte derrière moi, protégeant Léo de cette image. Que veux-tu, Alexandre? Mon cœur battait, mais ma voix était étrangement calme. Il a dégluti. Ils m'ont suspendu. Ils enquêtent sur tout. Clara m'a trahi. Je n'ai pas scié. Tu t'es trahi toi-même. Il a expiré, secoué. Je sais que je t'ai fait du mal, Adèle. Je sais que j'ai commis des erreurs. Des erreurs? Ai-je coupé? Des erreurs, c'est oublier un anniversaire. Pas essayer de m'effacer de la vie de Léo, pas tenter de me prendre mon enfant. Tu as menti, tu as trompé, tu as bâti une prison autour de moi et m'as fait croire que c'était une maison. Ses yeux ont trahi la honte. J'étais sous pression. Je ne pensais pas clairement. Mais tu pensais assez clairement pour déposer une demande de garde totale, ai-je rétorqué. Il a grincé des dents. J'ai eu tort. Mais que voulait-il, au fond? Je veux ma famille, a-t-il dit, une supplique dans sa voix. Non, ai-je répliqué, me reculant comme s'il m'avait frappé. Absolument pas. Adèle, s'il te plaît, je peux changer. J'ai commencé une thérapie. J'ai coupé tout contact avec Clara. Il avait l'air sincèrement brisé. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je te supplie. Donne-moi une autre chance. Pour Léo, pour nous. J'ai secoué la tête. Mais tu ne demandes pas une autre chance. Tu demandes le contrôle. Non, a-t-il insisté. Je demande pardon. Le pardon, ai-je dit doucement, n'est pas la même chose que la réconciliation. Il m'a fixé, ne comprenant pas, tu penses que c'est une dispute? J'ai continué. Alexandre, tu n'as pas seulement franchi une ligne. Tu as fait exploser toutes les limites que j'avais. Tu as essayé de prendre notre fils. Comprends-tu ce que cela fait à une mère? Sa voix s'est brisée. Il me manque. J'ai dégluti. Là alors tu aurais dû te battre pour le garder en sécurité, pas pour le posséder. Le vent était le seul son pour un moment. Adèle, a-t-il murmuré. Je ne sais pas vivre sans toi. Mais tu aurais dû y penser, ai-je répondu, avant de m'apprendre à vivre sans toi. Le souffle d'Alexandre s'est coupé, ses yeux se sont révulsés. Alors c'est tout? Tu choisis de détruire cette famille. Non, ai-je dit. Je choisis de la protéger. Il a titubé en arrière, blessé. Tu le regretteras. Non, ai-je répondu calmement. Mais toi, peut-être. Je me suis retourné pour rentrer. Derrière moi, la voix d'Alexandre s'est fêlée dans l'air froid. Adèle,
s'il te plaît. Mais je ne me suis pas retourné. Car cette fois, ce n'était pas moi qui étais brisé. C'était lui. Le palais de justice avait cette odeur particulière de vieux papier, de marbre froid et d'une peur palpable. Je ne m'attendais pas à trembler autant, pas après tout ce que j'avais déjà traversé, mais au moment où j'ai franchi la porte de la salle d'audience familiale, la petite main de Léo serrée dans la mienne, mes jambes menaçaient de céder. Maître Leclerc marchait à mes côtés, calme et inébranlable, l'encre dont j'avais désespérément besoin. « Souvenez-vous, bat-il murmuré, ce n'est pas vous qui êtes jugé. C'est Alexandre. Laissez-le s'effondrer. » Mais mon tremblement ne venait pas d'Alexandre. Il venait de ce que ce lieu représentait, chaque doute, chaque blessure, chaque instant où j'avais été convaincu de ne pas être suffisante. Léo a serré mes doigts. « Maman, papa sera là. » Je n'ai pas répondu assez vite. Maître Leclerc l'a fait. « Oui, mon grand. Mais tu seras avec moi pendant que les adultes parleront. Tu es en sécurité. » Léo a hoché la tête, lui faisant confiance instantanément. J'aurais aimé pouvoir me faire confiance de la même manière. En entrant dans la salle d'audience, Alexandre était déjà là. Il s'est levé quand je suis entré, les yeux rougis, son costume froissé comme s'il avait dormi dedans. Pendant une fraction de seconde, un éclair fugace, j'ai revu l'homme que j'avais épousé, vulnérable et perdu. Mais ensuite, il a ouvert la bouche. « Adèle, a-t-il dit, trop fort, trop désespérément. Et s'il te plaît, pouvons-nous sortir ? Nous n'avons pas à faire cela. » Maître Leclerc s'est interposé entre nous. « Là, asseyez-vous, monsieur Delacroix. » Alexandre l'a fusillé du regard avant de reporter ses yeux doux sur moi. « Nous pouvons arranger cela. Je jure que je ferai mieux. » J'ai relevé le menton. « Là, assieds-toi, Alexandre. » Le juge est entré et la salle a retrouvé son calme. L'affaire numéro 48-213. Delacroix contre Dubois a appelé le greffier. J'ai dégluti avec difficulté. Entendre mon nom séparé du sien était encore étrange, mais libérateur. L'avocat d'Alexandre a commencé. Il a dépeint une Adèle instable, dépassée, financièrement dépendante, émotionnellement fragile. Chaque mot était un couteau affûté. Chaque phrase tordait une partie de mon passé. J'avais passé des années à essayer de survivre. Madame Dubois souffre d'une anxiété non traitée, a déclaré l'avocat. Il a affirmé que j'avais abandonné le domicile conjugal. Il a dit que j'avais fui avec l'enfant au milieu de la nuit. Chaque coup me repoussait dans les vieilles ombres. Ces ombres où je m'excusais de saigner. Maître Leclerc a posé une main sur la mienne, ferme, ancrante. « Respirez, a-t-il chuchoté. Quand ce fut son tour, il s'est levé avec une assurance mesurée qui a fait frémir Alexandre sur son siège. « Votre honneur, a commencé Maître Leclerc. » La partie adverse a omis de mentionner pourquoi Adèle a fui, ou ce que Léo a entendu. Ou que monsieur Delacroix a déposé une demande de garde totale sans la notifier. Il a fait les 100 pas lentement. Ou que monsieur Delacroix fait actuellement l'objet d'une enquête interne pour inconduite financière. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Le juge a haussé un sourcil. Y a-t-il des preuves de cela? Maître Leclerc a cliqué sur un bouton de son ordinateur portable, diffusant un enregistrement dans les haut-parleurs de la salle d'audience. La voix d'Alexandre a rempli la pièce. Adèle ne gagnera pas. Elle est faible. Je la détruirai au tribunal s'il le faut. Léo m'appartient. Mon souffle s'est coupé. Le visage d'Alexandre s'est vidé de ses couleurs. Maître Leclerc a continué, « Votre honneur, ce n'est pas un homme qui cherche la garde pour le bien-être de son enfant. C'est un homme qui cherche le contrôle. Les coûts juridiques engagés par monsieur Delacroix dans cette affaire, estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros, témoignent de son acharnement à dominer plutôt qu'à protéger. » Puis vint la partie la plus difficile. « Adèle, veuillez prendre la barre. » Mon cœur battait la chamade, mais je me suis levé. Léo me regardait avec ses grands yeux confiants tandis que je passais devant lui.
J'ai prêté serment, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Maître Leclerc a demandé doucement, « Pourquoi êtes-vous parti ?» J'ai regardé droit le juge. Parce que mon fils a entendu son père me traiter de brisé. Parce qu'il a pleuré dans mes bras. Parce que rester signifiait lui apprendre que l'amour était douleur. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je ne me suis pas excusé. J'ai dit la vérité. Et pour la première fois, la salle d'audience, le monde, m'a vu non pas comme la femme fragile qu'Alexandre avait fabriquée, mais comme la mère qui refusait de se briser. Lorsque je suis redescendu, Léo m'a souri fièrement. Et Alexandre, pour la première fois, a semblé avoir peur. Le processus m'a épuisé d'une manière que je ne croyais pas possible. Au moment où je suis sorti du palais de justice, mes mains tremblaient sous le poids émotionnel de revivre des années que j'avais tant essayé de fuir. Léo marchait silencieusement à mes côtés, sa petite main nichée dans la mienne, ses yeux scrutant mon visage pour un signe que la tempête passait enfin. Maître Leclerc a proposé de nous ramener, mais j'ai choisi de marcher un peu d'abord. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de sentir la terre sous mes pieds. J'avais besoin de me souvenir que j'avais encore un corps, encore une vie, encore des choix. Et c'est là que j'ai vu Gabriel Martin, debout au coin de la rue. Il n'était pas censé être là. Il ne faisait pas partie de ce monde, des batailles juridiques, des traumatismes, de l'effondrement d'un mariage. Pourtant, il se tenait là, avec une douce immobilité, tenant 2 tasses de café, balayant la rue jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Je me suis figé. « Gabriel, qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'est approché, me tendant une tasse chaude. « Maître Leclerc m'a appelé. Il a dit que tu aurais peut-être besoin de soutien aujourd'hui. » Mes yeux se sont élargis. Il n'aurait pas dû. Il a fait ce qu'il fallait, a dit Gabriel, sa voix douce mais sûre. Je ne suis pas là pour m'immiscer, Adèle. Je suis là parce que tu mérites quelqu'un à tes côtés. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé doucement, douloureusement. Je n'avais eu personne à mes côtés depuis des années. Léo a levé les yeux vers Gabriel, timidement. Salut. Gabriel s'est accroupi à sa hauteur. Salut, mon pote. Tu tiens le coup? Léo a hoché la tête, puis s'est blotti plus près de moi. Gabriel l'a remarqué, et son expression s'est adoucie encore plus. Et puis-je vous raccompagner tous les deux à la maison, a-t-il demandé. J'ai hésité. Je ne voulais dépendre de personne. Mais quand j'ai regardé Léo, fatigué, dépassé, accroché à moi, j'ai expiré. Oui, ai-je murmuré. Merci. Tandis que nous marchions dans l'après-midi frisquet, j'ai senti mes muscles se détendre pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années. Gabriel ne parlait pas trop, ne posait pas de questions indiscrètes, n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il marchait simplement à nos côtés, s'adaptant à mon rythme, créant un tampon silencieux de sécurité dont je ne savais pas que j'avais besoin. « Tu as été courageuse aujourd'hui, a dit Gabriel doucement, une fois que Léo a couru quelques pas en avant pour chasser une feuille. J'ai vu beaucoup de parents témoigner lors de la bataille pour la garde de ma fille. La plupart s'effondrent. Toi, tu ne l'as pas fait. J'ai dégluti. J'avais l'impression de m'effondrer. Peut-être, a-t-il dit, mais tu es resté debout. C'est ce que Léo se souviendra. Une chaleur piquante a rempli mes yeux. Je l'ai clignoté. Gabriel, ai-je murmuré. Je ne suis prête à rien. Je ne sais même pas qui je suis encore. Il a hoché la tête. Je ne te demande rien, Adèle. Je suis juste présent. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Alexandre, j'ai ressenti quelque chose d'inconnu fleurir en moi. La sécurité. Pas la dépendance. Pas la peur. Pas l'obligation. Mais une véritable sécurité. Nous avons atteint l'immeuble de Sophie. Léo s'est précipité à l'intérieur, impatient de lui raconter comment il avait gagné au tribunal.
Je suis resté à l'entrée. Merci, ai-je dit, ma voix douce mais pleine. Et d'être là. Gabriel a offert un petit sourire calme. Chaque fois que tu auras besoin de quelqu'un, appelle-moi. Et si tu n'appelles pas, je comprendrai aussi. J'ai hoché la tête. J'appellerai. Il a reculé, les mains dans les poches, le vent d'hiver ébouriffant ses cheveux. Bonne nuit, Adèle. Bonne nuit, Gabriel. Il s'est éloigné lentement, comme pour me donner de l'espace, même dans son départ. J'ai regardé son dos disparaître, mon cœur lourd, non pas de peur, mais de possibilité. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était que d'être en sécurité en présence de quelqu'un, sans me perdre dans le processus. Une année s'était écoulée depuis l'arrestation d'Alexandre, et le monde, le mien du moins, semblait avoir trouvé un nouvel équilibre. Plus léger, plus stable, plus chaleureux. Les audiences étaient enfin terminées, les accusations formellement confirmées, l'accord de garde réglé. Alexandre avait été condamné à une probation, à de lourdes amendes, et à un suivi psychologique obligatoire. Sa carrière d'entreprise, si brillante autrefois, s'était évaporée, sa réputation dissoute comme neige au soleil. Il avait déménagé dans un modeste logement de location à Melun, loin de l'opulence du 16e arrondissement, et encore plus loin du pouvoir qu'il avait tant vénéré. Pour moi, Adèle, la justice était arrivée en douceur, sans éclat, sans triomphe bruyant, mais avec une paix profonde. Je n'avais jamais souhaité sa destruction, seulement qu'il soit arrêté dans sa course folle. Et il l'était. C'était de nouveau la veille de Noël, un an jour pour jour après cette nuit glaciale où j'avais fui avec Léo. Mais cette fois, je ne courais plus dans la neige, le cœur battant de peur. Nous étions à Paris, au Grand Pavois, un restaurant élégant sur les quais de Seine, d'où l'on pouvait admirer la tour Eiffel scintillante. Elle n'était plus une menace, mais une promesse de beauté et d'espoir. Léo tirait ma main avec enthousiasme. Maman, regarde. Les lumières de la tour s'allument. J'ai souri, mon cœur empli d'une chaleur douce. Magnifique, n'est-ce pas? Il a hoché la tête avec vigueur. C'est le meilleur Noël de tous les temps. Mon cœur s'est serré d'émotion. Oui, c'était vraiment le cas. À l'intérieur, le restaurant bourdonnait de musique douce et de rires joyeux. Sophie et sa fille nous attendaient déjà à table, nous faisant de grands signes. Maître Leclerc était passé plus tôt pour déposer un cadeau pour Léo, pour notre petit bonhomme le plus courageux, disait-il, avant de rejoindre sa propre famille. Mais quelqu'un d'autre attendait aussi à table, son sourire doux et lumineux m'accueillant. Gabriel. Il s'est levé à mon approche. Mais tu as réussi, a-t-il dit, son regard empli de tendresse. J'ai ri doucement. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Léo s'est précipité vers lui, les yeux pétillants. Gabriel, devine quoi? J'ai eu un A à mon test de lecture. C'est incroyable, champion. Gabriel lui a tapé dans la main. Tu as travaillé dur, mon grand. Il y a un an, Léo parlait à peine au-dessus d'un murmure. Maintenant, il s'épanouissait, dessinait, lisait, riait, vivait pleinement. Je me suis assise, la chaleur de la pièce s'installant sur moi comme une couverture douce. C'était étrange comme la sécurité, qui m'avait d'abord semblé si étrangère, pouvait si rapidement devenir un foyer. Le dîner fut joyeux, rempli d'histoires, de vers qui s'entrechoquaient, d'une légèreté que j'avais longtemps cru perdue. Mais alors que les assiettes du dessert étaient desservies, Gabriel s'est levé lentement. Adèle, a-t-il dit, sa voix un peu hésitante, mais ses yeux brillants de sincérité. Il y a quelque chose que je veux te dire. Mon souffle s'est coupé. Les yeux de Léo pétillaient d'une complicité évidente. Il savait clairement quelque chose que j'ignorais. Gabriel s'est approché, tenant une petite boîte de velours dans ses mains. Ni pas accent grave-l'œil, ni extravagant, juste élégant et sincère. Quand je t'ai rencontré, a-t-il commencé doucement, tu portais le poids d'un monde qui n'était pas tendre avec toi. Tu n'avais pas besoin d'être sauvé.
Tu avais juste besoin de quelqu'un pour se tenir à tes côtés pendant que tu te sauvais toi-même. Mes yeux se sont instantanément emplis de larmes. Je t'ai vu te battre pour Léo. Reconstruire ta vie. Te relever après chaque coup. Et je n'ai jamais autant admiré personne. Il a ouvert la boîte, un simple anneau de diamant, élégant et brillant sous les lumières chaudes du restaurant, estimé à environ 2500 à 3000 euros. Le souffle d'Adèle a tremblé. « Veux-tu m'épouser » a-t-il demandé doucement. « Non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que tu mérites un amour qui t'élève au lieu de te briser. » Léo a sauté de sa chaise et a couru à mes côtés. « Dis oui, maman » a-t-il chuchoté, son petit visage rayonnant. « Et s'il te plaît, dis oui. » Une larme a glissé sur ma joue, non pas de douleur, mais d'une plénitude inouïe. J'ai regardé Gabriel, Léo, le panorama de la ville qui m'avait jadis emprisonné et qui maintenant était témoin de ma liberté. « Oui » ai-je chuchoté. « Oui, Gabriel, je le veux. » Gabriel a expiré avec hésitation, glissant la bague à mon doigt avant de me serrer dans ses bras. Léo nous a serrés tous les deux, riant d'un son que je n'avais jamais entendu aussi joyeux. Pour la première fois, je me suis senti vraiment, complètement choisi, non pas pour une image, non pas par commodité, mais par amour. Dehors, la neige a commencé à tomber doucement sur la Seine, des flocons légers dérivant sur le fleuve, silencieux, pur, indulgent. Il y a un an, j'avais fui dans le froid avec rien d'autre que la peur. Cette année, je me tenais dans la chaleur de tout ce que je méritais. Une nouvelle famille, une nouvelle vie, un nouvel amour, et un avenir bâti sur ma propre force. Alexandre Delacroix n'a pas sombré parce que la fortune l'avait abandonné ou que son pouvoir s'était évanoui. Sa chute fut le prix à payer pour une vision du monde où les individus sont des faire-valoir, des extensions de son propre statut. Il avait jaugé Adèle à l'aune de son utilité sociale et de son apparence, ignorant l'âme et la force qui résidaient en elle. Cette incapacité à percevoir la valeur intrinsèque de l'autre, ce mépris déguisé sous les atours de l'affection, fut le fondement fragile de son empire et la cause inévitable de son effondrement. L'arrogance, surtout celle qui se pense à l'abri des lois du cœur, a toujours un prix. La trahison, au-delà des apparences de la faiblesse féminine, était en réalité un symptôme des profondeurs insondables de l'insécurité masculine. Alexandre avait besoin de se sentir indispensable, de modeler Adèle à son image pour compenser un moi fragile qui ne supportait pas l'autonomie. Face à une femme qui, même à son insu, portait en elle une force tranquille et une capacité à renaître, son besoin de contrôle s'est mué en destruction. Ce n'est pas la défaillance d'Adèle qui a provoqué la rupture, mais bien la peur d'Alexandre face à l'émergence d'une autonomie qu'il ne pouvait ni posséder ni manipuler. L'homme qui trahit cherche souvent à étouffer chez l'autre ce qui le terrifie en lui-même. La victoire d'Adèle ne réside pas dans la vengeance, ni dans l'humiliation publique de son ex-mari, mais dans un acte de dignité suprême. Elle a choisi de partir, non pas avec des éclats de colère ou des explications superflues, mais dans un silence résolu, porteur de sa vérité. Son triomphe fut de se reconstruire, de réaffirmer ses valeurs, et de montrer à Léo qu'il est possible de se relever sans s'abîmer dans la rancœur. La grandeur d'une âme ne se mesure pas à sa capacité à écraser l'adversaire, mais à sa faculté à se redéfinir, à s'élever, et à vivre pleinement selon sa propre lumière, sans un mot de justification. Le chemin le plus ardu est souvent celui qui mène au plus belles des renaissances. Et vous, face aux épreuves de la vie, quelle mélodie choisirez-vous de composer pour votre propre chemin? L'histoire d'Adèle s'achève ici. Que pensez-vous de ses choix, de ses silences, de sa renaissance? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à de telles épreuves? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, je les lis toujours, un par un, avec le plus grand intérêt. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un qui, vous en êtes sûr, sera également ému, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Rendez-vous dans la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être vous qui serez l'âme au cœur de l'intrigue. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.